Bonjour Jean-Luc, bienvenue. Bonjour, Merci. bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. L'idée, c'est de présenter finalement le sujet de l'inférence locale, de comment on déploie des IA locales, aborder les différents aspects techniques qui vont être à maîtriser, à considérer en termes d'inférence, de modèles, de coûts, d'orchestration. On va passer rapidement en revue peut-être l'agenda. Le sujet est dense, en fait, à vrai dire, on pourrait y passer vraiment plusieurs heures. On a décidé aujourd'hui de se concentrer déjà sur le fait de venir définir l'inférence locale. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inférence? Et quand on dit local, finalement, quelle acception on peut considérer pour ce mot? On présentera ensuite donc, les différentes phases, finalement, d'inférence. Pour aborder un point par la suite donc crucial et limitant qui est le memory wall. On parlera bien sûr framework d'inférence en faisant un petit détour sur les modèles, histoire de vous donner un peu de visibilité au-delà des benchmarks. Puis enfin, on parlera déploiement et type de hardware approprié pour de l'inférence locale avant de conclure. Alors, si on vous parle d'inférence locale, c'est parce que Agora Software, donc, que Yann et moi avons cofondé, édite une plateforme d'agents IA qui est dédiée spécifiquement à des éditeurs de logiciels. On a aidé plusieurs éditeurs comme vous qui êtes parmi nous aujourd'hui à déployer des LLM locaux sécurisés, optimisés pour répondre aux exigences et aux contraintes de leurs clients. Parmi donc les éditeurs qu'on a pu accompagner, donc on présente ici quelques références très rapidement, donc Talentia HCM, Orange Business, CTO, Solutions Avocat et Proginov. Donc j'aurai le plaisir d'introduire cette masterclass aujourd'hui qui sera animée par Yann Torrent, notre CTO. Bonjour à tous. Qui est là pour répondre à vos questions. Donc je précise que le format, effectivement, se veut le plus, comment dirais-je, interactif possible. Donc, on a préparé un certain nombre de choses qu'on va vous dérouler, vous présenter. Maintenant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des avis contradictoires en cours de route, à nous interrompre. Ça rend le format plus vivant. Et voilà. On pourra également adresser des questions à la fin si c'est plus confortable pour vous. Avant de laisser la parole à Yann pour préciser justement le type d'agents sur lesquels on intervient, qu'on propose donc aux éditeurs. Alors là, on a un peu schématisé, parce que finalement, chacun des agents possiblement intéressants pour un éditeur peut être plutôt un workflow d'agents. Mais si on considère des grandes catégories pour aller un peu vers l'usage et se projeter, donc on va distinguer des agents qui sont dits applicatifs et donc qui vont permettre à l'utilisateur en langage naturel de venir réaliser des actions finalement dans vos solutions. Des agents plutôt de type génératif, dont on se représente un peu plus facilement l'usage, qui sont plus communs, mais qui vont permettre dans le contexte de votre application de venir générer des messages, traduire, résumer, etc., là où c'est pertinent pour l'utilisateur. Et enfin, des agents de type recherche augmentée, dans lesquels on va retrouver bien sûr les fameux agents, enfin le RAG, hein, et qui vont permettre de la même façon d'aller exploiter des connaissances ou des données toujours pertinentes pour l'utilisateur dans le contexte de votre application directement en langage naturel. Donc voici pour ce qui était de l'introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Yann qui va démarrer donc sur la définition de l'inférence locale. Alors, bonjour à tous ceux qui sont arrivés, qui nous ont rejoints. Alors déjà pour vous dire une chose, c'est que les slides, vous allez pouvoir, enfin si vous voulez, vous pouvez après nous demander pour pouvoir les récupérer. Il y a beaucoup de choses écrites dans les slides, donc c'est un peu voulu justement pour que vous puissiez après après l'atelier, enfin la présentation, pouvoir éventuellement les réutiliser à votre convenance. On va surtout se focaliser sur les schémas ce matin et puis essayer de décrire en fait les différentes parties qui sont. Alors forcément, hein, j'ai dû faire des choix parce qu'une heure c'est pas suffisant pour traiter tous ces sujets. C'est un sujet assez dense, assez riche. Donc j'ai fait des choix, m'en voulez pas, mais après je suis toujours disposé à répondre à toutes vos questions et puis après éventuellement on peut rediscuter de si vous avez un projet, si vous avez une idée de quelque chose de manière plus précise. Voilà. Donc on va effectivement commencer par définir le wording, hein, les mots qu'on utilise, ce qui est inférence et ce qui est local. Donc déjà l'inférence, c'est alors c'est un vieux mot, hein, c'est aussi vieux que l'intelligence artificielle, hein, donc c'est vieux.
C'est l'idée derrière ce terme, c'est plus pour dire qu'on infère pour à partir de prémices qui sont connues et donc pour trouver une solution, pour trouver une conclusion à ces prémices. Euh, Pourquoi ce terme est intéressant? Parce qu'en fait, souvent, malheureusement, il y a des gens qui expliquent. Donc là, aujourd'hui, ce matin, on va parler essentiellement, on va parler des LLM, hein, mais je le précise. Et du coup, souvent, les gens se disent, bah, en fait, un LLM, c'est comme une base de connaissances et le modèle va chercher ces informations sur les bases de connaissances. Alors, c'est pas le cas. C'est pas une base de connaissances, c'est pas une base de données où on fait des requêtes pour aller chercher du contenu et qui va après générer quelque chose. Non, c'est vraiment une déduction qu'il va faire par rapport à un certain nombre de choses qu'il a appris, donc au travers du calcul, et on va essayer de décrire le terme inférence, qu'est-ce qui se passe en fait quand on parle d'inférence, et on va essayer de décrire les grandes étapes et les différents types d'inférence et des optimisations qui sont derrière pour pouvoir justement faire en sorte que l'inférence elle puisse être locale, à la différence d'API que vous pouvez utiliser qui sont déjà toutes prêtes. Donc voilà, donc la partie inférence, c'est pas une recherche, c'est vraiment produire une conclusion au travers de prémices qui sont connues. Et c'est vraiment quelque chose, donc c'est une boucle, c'est quelque chose qui se fait en continu. Et on va essayer maintenant de décrire la partie localité, parce que quand on parle d'inférence locale, qu'est-ce que ça veut vouloir dire la localité? C'est toujours un peu bizarre parce que en fait, on est toujours le local de quelque chose, donc il faut préciser la localité, c'est en fait de manière. Alors ça c'est ma définition, donc je sais pas, vous avez le droit de me challenger là-dessus. Moi, je considère qu'en fait, on oppose localité avec inférence distante. Et du coup, pour moi, en fait, le terme localité, c'est d'une manière ou d'une autre, une manière de maîtriser l'inférence. C'est-à-dire, on déploie notre propre modèle, le modèle que nous avons choisi, qui a été sélectionné par rapport à des cas d'usage spécifiques et par rapport à un hardware précis et par rapport à un budget précis. Donc quand on est en lien avec tout ça, du coup, soit ce modèle vous le déployez sur votre smartphone, soit vous le déployez sur votre PC, soit vous le déployez sur un serveur, mais le truc qui est important à retenir, c'est que c'est quelque chose dont vous avez la maîtrise et donc vous êtes proche. Voilà, c'est une définition comme une autre. Si vous en avez une autre, je suis preneur, parce que de toute façon, c'est des termes qui sont un peu valises, hein, donc on peut du coup voir des choses sur Internet qui sont un peu différentes, mais pour moi, c'est ça, c'est la capacité à avoir le contrôle et la maîtrise de ce qui se passe et de la manière dont vous avez choisi le modèle, comment vous allez le faire tourner et comment après vous allez scaler ce modèle pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Par exemple, pour faire du RAG, ou pour faire un agent applicatif, peu importe le cas d'usage, mais voilà, c'est vous qui avez la maîtrise et le contrôle du choix du modèle, de la plateforme d'inférence, du serveur, du hardware, des GPU, etc., etc. Et potentiellement, ça peut être aussi du coup sur le smartphone ou sur un PC. Si c'est ça le projet, ça peut être délocalisé sur un hardware, sur le hardware du client ou de l'utilisateur. L'intérêt de tout ça, c'est quoi? Du coup, vous avez, comme vous avez la maîtrise de bout en bout, vous avez du coup la souveraineté des données, c'est-à-dire que les données de vos utilisateurs restent chez vous. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui est important. Il y a aussi une notion de latence parce que du coup, c'est vous qui êtes en maîtrise et en contrôle de cette inférence. Donc, vous n'avez pas, comment dire, si votre fournisseur tombe, et ça arrive souvent avec Claude ou avec OpenAI ou d'autres, c'est quand même embêtant si si votre stratégie c'est d'utiliser ces systèmes ou ces fournisseurs, vous dépendez en fait de ces systèmes et ces fournisseurs. Vous dépendez aussi du coup de là où ils ont déployé leur serveur et du coup, si c'est à l'autre bout du monde, vous avez des latences qui sont plus importantes que si c'est à côté de chez vous. Donc la latence, c'est tout ce qu'on met derrière. C'est comme c'est local, mais c'est à côté de là où vous en avez besoin et du coup, ça crée un élément de proximité supplémentaire qui a un intérêt pour vos utilisateurs, c'est que du coup, ils perdent pas de temps sur des problèmes techniques de latence et de disponibilité du coup aussi. Et puis enfin, vous êtes indépendant vis-à-vis d'un fournisseur, c'est-à-dire que vous n'avez pas à subir un modèle déjà, c'est vous qui choisissez le modèle et vous pouvez choisir aussi le modèle économique qui va derrière, parce qu'une fois que vous avez déployé vos modèles, vous pouvez
vous avez des coûts fixes qui sera des coûts d'infrastructure. Et donc, il faut regarder et réfléchir à la manière dont on optimise ces coûts d'infrastructure par rapport à des cas d'usage. Donc ça, on va en parler un petit peu, mais c'est des choses qui vont être vues cas par cas après. Mais après, une fois que ça c'est en place, ben, vous savez combien ça vous coûte, donc vous savez quel est votre modèle économique qui est derrière, et vous pouvez du coup réfléchir de manière indépendante, et c'est pas du tout au token ou ce genre de choses. Vous êtes libre en fait de déployer ce que vous voulez et de le faire en connaissance de cause pour vos clients aussi. Ah, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas, hein, parce que sinon je vais dérouler. Oui, j'allais mais dire, s'il y a des voilà. questions, n'hésitez Ouais. pas, mais effectivement, autrement, on peut passer aux phases d'inférence. Ouais, c'est toujours un peu intimidant parce que vous osez pas poser des questions, mais n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Et puis je peux dire des bêtises, hein. Donc n'hésitez pas aussi à me le dire. Donc en fait, la phase d'inférence, c'est globalement c'est deux phases. Il y a une phase de préfil et une phase de décode. Donc la phase de préfil, en gros, il faut voir ça, tout le contexte et tout le prompt en entrée que vous passez au modèle, c'est calculé en une passe. Donc ça se fait, en fait, là, on va utiliser les spécificités du hardware. Donc par exemple, c'est aussi une raison du pourquoi est-ce qu'on utilise des GPU pour faire ce type de choses, parce que les GPU sont très très forts dans les calculs parallèles et notamment dans les calculs matriciels. Et l'idée là, c'est dans cette phase de préfil, c'est d'utiliser, et on verra sur la slide d'après, les capacités du GPU pour, de façon en parallèle, calculer tous les tokens qui sont en entrée. Donc, c'est des tokens qui sont déjà connus, c'est des tokens, c'est le prompt ou le contexte global que vous passez au modèle, et il va pouvoir le faire en une passe. Donc, le facteur limitant de cette phase, on verra après, ça sera la capacité de calcul du hardware. Alors que la phase de décode, je fais exprès là d'utiliser dire token par token, c'est pas tout à fait vrai sur certains types d'inférences. Là, on va vraiment faire de la généralisation et de la vulgarisation. Donc, on va partir du principe que c'est des types de modèles classiques avec de l'inférence classique. Et du coup, le décode, la caractéristique par rapport au préfil, c'est que du coup, ça va se faire token par token. Et là, ça va être une autre étape qui est très critique, et c'est souvent cette partie-là qui prend le plus de temps. C'est là où vous voyez quand vous tapez une requête, il va se passer un petit peu de temps avant qu'il commence à répondre. Donc le petit peu de temps qui va être utilisé pendant qu'il commence à vous répondre, ça va être le préfil. Et dès qu'il va commencer à générer le premier token, et après il va faire le deuxième, le troisième, le quatrième, et il va le faire comme ça à la suite. Et c'est comme ça que vous avez un stream qui apparaît à l'écran, tac, 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 des tokens qui apparaissent les uns après les autres. Et ça, c'est token par token. Et du coup, là, c'est plus la capacité de calcul qui va être le facteur limitant, ça va être la bande passante de la mémoire sur le GPU. Et on verra ça plus tard. Et c'est très intéressant de voir ces deux phases, parce que c'est deux phases en fait qui exploitent la première phase de manière optimale les capacités de calcul du hardware, alors que la deuxième phase, elle n'utilise pas de manière optimale la capacité de calcul du hardware, parce que son facteur limitant, c'est la vitesse de la mémoire qui le limite en quelque sorte, parce qu'il va y avoir un transfert de tous les poids du modèle sur le GPU au moment où il va calculer un seul token, et il va devoir faire ça à chaque fois qu'il va générer un nouveau token. Et là, on se rend compte du coup du paradoxe, c'est qu'on va passer beaucoup plus de temps dans cette phase de décode que la phase de préfil, et cette phase de décode, finalement, elle va pas utiliser même pas peut-être 10% de la capacité de calcul des GPU modernes. Donc c'est tout le paradoxe, et on verra ça plus tard. Et derrière, en fait, on a la réponse, et la réponse, c'est la partie générative, c'est ce qui est généré, c'est les tokens que vous voyez affichés. Voilà. Donc ça, c'est ces deux grandes phases de l'inférence. Et on va aller du coup plonger un petit peu dans ces deux phases pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans ces deux phases. D'abord le préfil et ensuite le décode. Alors, lisez pas le texte, hein, encore une fois, si vous voulez, vous pouvez le lire, hein, mais c'est surtout le schéma. Les textes ont été mis pour justement pouvoir après utiliser, après la présentation, les slides pour que vous puissiez mieux interpréter ou comprendre les schémas. Là, on va se focaliser sur les schémas, du coup. Sur le schéma, on a un prompt qui est « Quelle est la capitale de la France ?»
Ça, c'est le prompt d'entrée. Et le préfil, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer en même temps, c'est-à-dire en parallèle. Il va utiliser, du coup, les capacités de calcul parallèles des GPU. On va partir du principe qu'on a un GPU, hein. C'est plus simple. Il va partir sur ça et utiliser, en fait, les capacités de calcul du GPU pour faire ces calculs en parallèle. Et ça va calculer, en fait, donc là, le facteur limitant, et c'est ça qui est le plus important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité de calcul du GPU. Là, vraiment, on va, dans cette phase-là, c'est ça qui fait la différence. C'est pas la bande passante de la mémoire, c'est vraiment plus vous avez un GPU qui a des capacités élevées de calcul, plus il va être en capacité de traiter massivement des gros prompts. Bonjour, non, vous avez rien raté, ne vous inquiétez pas, vous pouvez récupérer les slides à la fin. Euh, et donc voilà, le facteur limitant, c'est très intéressant, c'est très important de comprendre les facteurs limitants parce que c'est ce qui dimensionne aussi les projets et c'est ce qui fait qu'on comprend mieux certaines architectures et la capacité de certains hardware à faire des choses. Alors, quand je parle de GPU, et bien sûr que ces phases-là, les deux phases, hein, peuvent être traitées sur du CPU, mais par contre, ça va être beaucoup moins efficace parce que effectivement, les CPU n'ont pas été pensés pour faire des calculs matriciels en parallèle, alors que les GPU, oui. Alors, vite fait, les GPU, pourquoi les GPU, c'est pensé pour ça? Bah, un GPU, c'est une carte graphique. Donc, une carte graphique, l'objectif d'une carte graphique de base, c'est gérer des affichages. Pas des écrans, bien sûr, mais surtout des affichages. Et la fréquence d'affichage. Et donc, un écran, c'est une matrice. Et du coup, il va utiliser des calculs matriciels pour pouvoir optimiser le rafraîchissement et générer des nouvelles images. Donc, surtout quand c'est du jeu vidéo, c'est encore plus compréhensible puisque ça génère des images 3D, etc. Et du coup, le GPU, en fait, il a été conçu et pensé pour ce type de calcul, alors que le CPU, bah, pas du tout. Le CPU, il est généraliste, il fait des calculs de base, mais pas forcément des calculs comme ça. Donc, c'est pour ça que naturellement, on est allé et on utilise des GPU pour faire ce type de choses, parce que ça nécessite des calculs massifs en parallèle sur des matrices. Donc, voilà. Là, ce qui est donc le truc à retenir sur cette phase-là, c'est plus votre GPU sera capable de calculer rapidement, plus cette phase de préfil va être rapide et optimale. Voilà. Et donc ensuite, on est sur la phase de décode. Donc la phase de décode, c'est la phase qui pose le plus de difficultés parce que c'est là qui est on a un gros souci. Donc la phase de décode, c'est la phase où on va faire vraiment la partie générative. Donc c'est là on va générer les tokens. Et comme je le disais tout à l'heure, on va les générer un par un. D'accord? À chaque fois qu'on génère un token, l'intégralité des couches du réseau de neurones du modèle va être transférée sur les unités de calcul du GPU. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est un peu contre-intuitif, hein, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, là, on a un problème, c'est que déjà, c'est pas hyper efficace, hein, on est d'accord, parce que imaginez un modèle à 8 milliards de paramètres, qui n'est pas un énorme modèle, hein. On a fait le calcul, c'est 16 gigas à la louche de transfert, donc 16 gigas de poids, des poids du réseau de modèles qu'il va falloir, sur chaque nouveau token, transférer sur les unités de calcul. Donc là, le facteur limitant, c'est pas la capacité de calcul du GPU. Le facteur limitant, c'est comment on fait pour rapidement transférer ces couches sur les unités de calcul. Et là, on se retrouve avec un problème, c'est que on a pris un exemple du H100. Le H100, c'est le GPU, les GPU les plus puissants. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais on va dire que c'est un GPU très connu et un des plus puissants. La bande passante mémoire entre la VRAM. Donc la VRAM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une mémoire volatile, c'est comme une RAM, mais qui est dédiée au GPU. Et la différence entre la RAM principale et la VRAM, c'est que le bus sur lequel la VRAM a accès par rapport aux unités de calcul du GPU est beaucoup plus rapide que la mémoire principale de l'ordinateur qui est sur un bus standard. Et du coup, pour retenir une chose, c'est que c'est de la mémoire qui est
ultra optimisé pour aller vite et qui est dédié à un usage sur le GPU. Mais quand je dis vite, c'est par exemple la bande passante entre la VRAM et les unités de calcul. Sur un H100, c'est 3,35 téraoctets secondes, ce qui est colossal. Ce qui est colossal. Mais même si c'est énorme, quand on fait le calcul sur si on doit transférer 16 gigaoctets, eh ben, il faut à grosse maille 5 millisecondes. Et donc ça nous fait un plafond théorique pour calculer un token, enfin pour calculer sur une seconde 209 tokens sur un modèle à 8 milliards de paramètres. Donc sur un modèle à 8 milliards de paramètres, au maximum avec une bête de course qui est le H100, vous ne pouvez pas excéder 209 tokens par seconde. Ce qui est hyper représentatif, je trouve, de ce facteur limitant. Et en réalité, c'est le vrai pain, ça. C'est un des pains, il y en a plusieurs, mais c'est un des gros pains quand on fait de l'inférence, c'est comment on optimise ce transfert de données. Comment on fait pour... alors, on a plusieurs possibilités. On verra après, je vous montrerai, je vous expliquerai après les différentes techniques. Mais en gros, et c'est des choses qui évoluent tous les jours. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est pas cette présentation dans 6 mois, elle sera obsolète, sans doute. Mais c'est comme ça. Mais du coup, voilà, il faut bien comprendre ça. Et ce qui fait que, je le redis, à chaque fois qu'un token est généré, il y a un transfert complet de toutes les couches vers les unités de calcul. Donc, par exemple, le La de la capitale, dans cet exemple, puisque là, on répond à la question de tout à l'heure, quelle est la capitale de la France? Donc, le modèle, il va commencer par générer La, ensuite, il va générer capitale, et ainsi de suite. Pour générer La, il y a eu 16 gigas qui vont être transférés sur les Tensor Core, capitale 16 gigas, 2 16 gigas, et ainsi de suite. Voilà, c'est fou, parce que du coup, en fait, le facteur limitant, là, c'est pas du tout la capacité de calcul du GPU, c'est vraiment le transfert mémoire et le coût du transfert mémoire. Donc, il y a les couches du modèle, et on va en parler sur le KV cache. Le KV cache, c'est un cache, on va en parler après. C'est une optimisation, c'est une des premières optimisations qui a été mise en place quand ils ont commencé à faire des frameworks d'inférence. Un KV, alors KV c'est clé-valeur, c'est un cache de type clé-valeur, c'est assez simple. L'idée en fait c'est tout ce qui a déjà été calculé précédemment, plutôt que de le perdre, on va le mettre dans un cache. Et ça sert à quoi? Ça sert à éviter de recalculer les trucs qu'on a déjà calculés. Parce que du coup, ça évite de refaire du traitement et du gaspillage colossal de calcul. Voilà. Donc, le KV cache, c'est super utile. Par contre, il y a un gros problème, c'est que ça consomme ça consomme beaucoup de VRAM. Plus on va l'utiliser, plus on va consommer. Donc après, il y a des choses sur lesquelles on peut mettre des limites, des trucs comme ça, mais ça consomme beaucoup de VRAM. Et comme déjà les poids sont sur la VRAM, sont chargés en VRAM, mais en plus là, on va rajouter un coût supplémentaire qui va être ce KV cache. Mais sans ce KV cache, ça fonctionnerait. On peut pas faire de mise en échelle, clairement, parce que c'est le KV cache qui permet de faire la mise en échelle. C'est une partie très importante du système d'inférence, le KV cache. Et alors, un truc intéressant qui s'est passé la semaine dernière, je fais une parenthèse, Google, sans doute vous l'avez peut-être su, Google Recherche a publié un article sur le TurboQuant la semaine dernière. Je crois que c'est la semaine dernière. Alors, c'est intéressant, c'est un algorithme en fait qui permet justement de réduire la taille de ce KV cache. Donc en fait, d'optimiser la taille de ce KV cache pour que l'empreinte VRAM soit la plus faible possible. Et ce qui est rigolo, je sais pas si c'est rigolo, vous de voir, il y a une boîte, qui est dans le secteur de la RAM, qui a perdu 20% en bourse juste après la publication du truc, parce que du coup, avec ce type d'algorithme, si ça fonctionne, parce que encore une fois, c'est des choses qui sont très frais, la peinture elle colle au doigt, mais d'après le papier de Google,
on peut avoir un facteur 8 ou 10 sur la taille du KV cache avec une perte très faible, voire inexistante. Donc c'est très très intéressant. Et ça rendrait en fait la possibilité pour des hardware avec des RAM, des VRAM, pardon, limités, la possibilité de faire tourner des modèles plus gros. Donc potentiellement c'est game changer pour ceux qui font de l'inférence locale justement. Et pas que, hein, mais en tout cas, voilà, ça a créé, et c'est pas tous les jours qu'un papier de recherche fait baisser 20% de l'action enfin bon, je trouvais ça rigolo. Bon bref, je ferme la parenthèse, je m'égare. Mais en tout cas, c'est aussi, ça montre quelque chose de très intéressant, c'est que tout ce que je vous raconte là ce matin et tout ce dont on va parler, ça change tout le temps. Ça change tous les jours. Et comme dit Jean-Claude, il faut être aware sur tout ce qui se passe parce que c'est très... la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Donc il faut tout le temps être à l'écoute et regarder en fait les nouveautés, comment du coup on peut s'appuyer sur ces nouveautés pour améliorer les projets existants et voir comment on peut optimiser les choses pour faire en sorte qu'au final on ait plus d'utilisateurs qui puissent utiliser ces systèmes. Voilà. Voilà, je m'égare un peu, mais voilà, l'idée c'est que vous compreniez sur ces slides donc le préfil qui donc la base la première étape, donc le préfil qui est le facteur limitant, c'est la capacité de calcul du GPU. Le décode, le facteur limitant, c'est la bande passante mémoire entre la VRAM et les unités de calcul, et le KV cache qui va venir optimiser la génération, puisqu'il va garder en cache les calculs qui ont déjà été faits sur des prompts. Alors là, pourquoi l'exemple, quelle est la capitale de la Pologne? Et bien du coup, le KV cache va être utilisé sur toute la première partie du prompt. Quelle est la capitale de là? Parce que toute cette première partie a déjà été calculée. Il n'y a que Pologne. En plus, j'ai fait une bêtise parce que le point d'interrogation, ça sera un token. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour simplifier, un token égale un mot sur cette présentation. Je sais très bien que c'est pas le cas, mais c'est pour simplifier, pour juste donner l'exemple. Un token, je sais que c'est pas égal à un mot, mais c'est juste pour un but pédagogique là. Et du coup, Pologne, c'est différent de ce que le modèle avait déjà calculé au préalable, et du coup, il va commencer à refaire un nouveau calcul à partir de ce token, qui va ensuite stocké dans le KV cache. Et la fois d'après, si on repose ce type de questions, et il sera complètement dans le KV cache, il va être réutilisé de cette manière. Bon, c'est vraiment un système de cache assez classique en fait. Rien de mystérieux. Et là où Google amène une innovation, c'est l'empreinte mémoire de ce KV cache. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je vais exploser le temps. Mais voilà. On va aller sur la slide suivante. Et c'était juste pour faire une petite parenthèse sur le KV cache, parce que c'est un sujet très intéressant et très important pour comprendre le truc. Et donc, je vais vous parler du memory wall. Alors, le memory wall, c'est quoi? C'est simple, c'est que en gros, on a, tout le monde connaît la loi de Moore, qui consiste à dire, de manière exponentielle, les capacités de calcul depuis les années 80 sont exponentielles, justement. Sauf que la bande passante mémoire, elle l'est pas. Et il y a un gap de plus en plus important entre la capacité de calcul et la vitesse de calcul, donc ce qui est capable de faire un CPU ou un GPU, peu importe, de manière brute, et la vitesse de l'envoi vers ces unités de calcul. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça crée, c'est ce qu'on appelle le memory wall, c'est que l'écart entre ces deux courbes est de plus en plus important, et à l'arrivée des LLM, on se retrouve en fait dans une situation où c'est le pire, c'est-à-dire qu'il faut, dans l'idéal, que ces deux courbes soient le plus alignées possible si on veut rester si on veut faire de ces systèmes un système le plus optimal possible. Et c'est pas le cas.
Donc il a fallu trouver des astuces, des optimisations, il a fallu travailler sur un certain nombre de choses pour pouvoir faire en sorte comment on arrive à faire en sorte de gérer ce memory wall, comment on contourne ce memory wall. Et c'est toute la difficulté de l'inférence. Je vous conseille une petite vidéo de Julia Turk sur YouTube qui explique très très bien ces aspects-là et qui va un peu plus loin sur l'inférence et les nouveaux modes d'inférence aussi. Voilà, donc j'ai récupéré cette capture d'écran de sa vidéo, qu'elle explique très bien aussi ce qu'est que le memory wall. Voilà, donc ça c'est une partie un peu théorique, mais qui explique, qui contextualise la difficulté que l'on a quand on fait de l'inférence. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Je me permets, Yann, parce qu'après, on va rentrer dans la partie framework. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. On a plutôt posé les bases, si je puis dire, jusque-là. Et si ça va C'est tout le pas monde, clair. Oui, voilà. Autrement, on continue. Allez, on passe au framework. Donc voilà, donc on a fait le choix là encore de faire un focus sur 2 frameworks, les 2 les plus populaires qui sont actuellement utilisés. Et c'est 2 frameworks qui ont des philosophies qui sont différentes, donc c'est pour ça qu'on a fait ce focus. La plupart des autres frameworks sont basés sur ces frameworks, donc c'est aussi intéressant de comprendre en quoi ces 2 frameworks sont différents. Déjà, ce qu'ils ont d'identique, c'est qu'ils ont été créés à peu près en même temps, en 2023. D'autre manière, c'est des sujets qui sont récents. Donc c'est pas surprenant. Mais c'est pour dire aussi que tout ça est encore très très frais et que c'est pas dit que voilà, il n'y a pas encore de nouveaux acteurs qui arrivent et qui transforment encore ce marché-là. Mais c'est 2 frameworks open source. Le Llama CPP, il a été écrit en C, C++. Ce qui est pas commun dans cet environnement. Souvent, les éléments sont créés en Python. L'objectif de ce framework, en fait, c'était de faire tourner sur du matériel grand public à la base, que ce soit un laptop, un Mac ou un PC, des LLM. Et du coup, le fait de passer en C c'est logique parce que ça permet comme ça d'éviter d'avoir des stacks Python qui sont pas forcément les plus optimales pour faire du Edge, pour faire ce type de déploiement. Et surtout, la force de ce framework, c'est d'avoir introduit la notion de quantification, je vais y arriver. C'est quantisation en anglais, c'est plus facile à dire, qui permet de compresser, entre guillemets, parce qu'il y a de la perte, donc c'est pour ça que je dis entre guillemets, alors que normalement quand on fait de la compression, il y a de la compression avec ou sans perte, mais en tout cas là c'est de la compression avec un peu de perte. Les poids, les 16 gigs dont je parlais tout à l'heure, là, quand on transférait les 16 gigs à chaque fois qu'on générait un seul token. Mais en fait, sur un matériel grand public, c'est beaucoup trop. Les cartes graphiques qui existent, elles n'ont pas forcément beaucoup de VRAM, etc. Donc, il fallait réduire la taille du modèle. Donc, une manière de réduire la taille du modèle, donc, c'est compresser ses poids. Et on va aller voir après comment on fait ça. Mais voilà, c'est une des innovations de ce framework, c'est plutôt que d'optimiser et d'utiliser toutes les ressources hardware, c'est de s'appuyer sur ce qui existe, donc sur du hardware contraint, qui n'a pas été pensé, conçu pour faire de l'inférence, et aller chercher des optimisations là où il faut aller les chercher, c'est-à-dire ce qui coûte le plus, c'est la quantité chargée des poids, et donc la spécialité de ce framework, c'est ça. Et du coup, il est capable de fonctionner sur du CPU, sur du GPU, sur de l'Apple Silicon, sur de l'ARM, enfin sur un certain nombre de hardware. Il fonctionne partout en fait. C'est ça l'intérêt de ce framework. C'est effectivement utilisé par d'autres frameworks comme Ollama ou LM Studio, si vous avez sans doute déjà utilisé sur vos machines. Voilà, donc c'est un framework qui est très intéressant.
On verra après les pour et les contre. Le pour, c'est qu'il fonctionne à peu près n'importe où. On peut déployer des modèles avec ce autour de ce framework assez facilement. La difficulté, c'est que il tient pas très bien la charge en termes de requêtes parallèles. C'est-à-dire quand vous avez beaucoup d'utilisateurs simultanés sur ce modèle, ça devient compliqué. C'est pas optimisé pour faire ça. Donc voilà, c'est la contrepartie de pouvoir tourner partout en quelque sorte. Mais c'était l'approche et la philosophie de ce projet. VLLM qui est ouais, on peut rester là sur VLLM. Donc c'est vraiment là, c'est l'état de l'art enfin, il y a d'autres types VLLM, il y a d'autres, mais bon, c'est un des plus connus en tout cas qui est déployé sur les serveurs. La grosse spécialité, donc lui c'est pareil, il est open source. La grande spécialité, c'est le page attention qui va optimiser le KV cache, le fameux dont on parlait tout à l'heure, et gérer la mémoire. En fait, quand on déploie un VLLM, à la différence d'un MACPP, c'est pour ça que c'est très différent, c'est que VLLM, il va prendre ses aises. Si vous lui donnez, je sais pas moi, 96 GB de VRAM, et ben, il va consommer pratiquement l'intégralité de la VRAM pour pouvoir l'optimiser le mieux possible. Donc c'est vraiment l'inverse de ce que, en termes de philosophie, de ce que Llama CPP propose. Ça veut dire aussi que si vous n'avez pas suffisamment de VRAM, vous ne pouvez pas faire tourner VLLM selon les modèles que vous allez choisir, bien sûr. Mais en gros, VLLM, il n'est pas fait pour fonctionner dans un matériel contraint. Par contre, il est imbattable quand vous avez un matériel adapté. Alors là, il est imbattable. Et là, vous pouvez faire vraiment, justement sur la gestion des requêtes concurrentes. Bon, alors là, il est imbattable. Aujourd'hui, c'est imbattable. Ouais. Donc, c'est pour ça que, et donc, parce qu'il a ce système de page attention qui optimise la façon. En fait, ils ont utilisé des algorithmes que des systèmes d'exploitation utilisent pour gérer le swap. Et donc, ils ont implémenté ces algorithmes pour gérer le KV cache, le fameux KV cache. Et c'est la grosse optimisation de VLLM. Donc du coup, il est très très bon dans l'optimisation de la VRAM. Mais par contre, il faut qu'il prenne ses aises. C'est ça la différence. Donc il faut avoir un matériel adapté pour pouvoir faire tourner VLLM. Après, vous pouvez le faire tourner sur des petits modèles, mais bon, c'est moins intéressant. Alors, il n'a pas forcément non plus accès à tous les modèles quantisés dont je parlais tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est une des contraintes. C'est plus galère pour trouver des versions quantisées des modèles. C'est pas aussi dynamique que Llama CPP parce que c'est pas du tout les mêmes communautés. Donc chacun a des avantages et des inconvénients. Et lui, pour le coup, il est en stack Python full. Donc ça aussi, bah, ça crée, c'est moins optimisé sur la partie sur cette partie-là parce que encore une fois, c'est pas son job. Lui, il est là pour fonctionner sur des serveurs qui sont un peu structurés, un peu gros. Donc, il n'a pas besoin d'avoir ce niveau d'optimisation. VLM, c'est pas fait pour tourner sur un iPhone ou sur un MacBook à la limite. S'il y a beaucoup de VRAM, pourquoi pas, mais c'est pas le cas d'usage, quoi. Voilà. En résumé, effectivement, Llama CPP est moins efficace quand il y a beaucoup d'utilisateurs simultanés, mais très efficace sur des hardwares limités et donc moins cher. VLLM, il est optimisé quand il y a beaucoup d'utilisateurs simultanés, mais nécessite un hardware adapté et donc plus cher. Donc voilà, on commence à voir à peu près où est-ce qu'on doit faire des compromis sur les différentes choses. Et surtout, ce qui est important sur ça, c'est que c'est comme l'histoire des chasseurs. Il n'y a pas un bon et un mauvais chasseur. Ça va vraiment dépendre de votre projet, ça va vraiment dépendre du budget, ça va vraiment dépendre des cas d'usage. Et c'est pas impossible de pouvoir mélanger les deux selon certains cas d'usage, certains sujets. Il faut pas en exclure un par principe. Voilà, c'est ça, je veux dire. Faut rester l'esprit ouvert et surtout, il n'y a pas de. Nous, par exemple, chez Agora, on utilise les deux. Voilà. Mais pour des choses qui sont différentes. Voilà, dans des environnements qui sont différents. Voilà. Donc après, on a fait une petite
un récap sur les deux. Donc, sur les deux, encore une fois, il faut faire des choix. Hein. Il y en a d'autres frameworks. On a pris les deux les plus connus et les plus utilisés actuellement, qui sont les plus matures, entre guillemets, parce que mature, ça date de 2023. Donc, faut bien comprendre que Lama CPP, ils sortent des releases plusieurs fois par jour. Hein. VLM un peu moins, mais c'est ça le rythme. Hein. Donc, c'est un peu... voilà, c'est un peu compliqué des fois à suivre. Donc, Lama CPP, c'est comme le nom l'indique, c'est en C, C++, VLM, c'est en Python. Euh, les limitations, c'est effectivement une faible latence, mais finalement, la partie multi-utilisateur est limitée. C'est pas que ça marche pas, hein. C'est pas dit que ça marchait pas, ça marche, mais c'est limité. Beaucoup moins que sur VLM. VLM, si vous avez beaucoup d'utilisateurs à traiter simultanément, c'est le roi du pétrole. C'est actuellement, en tout cas, là, le 31 mars, c'est comme ça que ça va. Après, les choses peuvent vite évoluer, mais c'est comme ça. La force de Lama CPP, c'est ses quantifications, ses quantisations en anglais, où là, vous pouvez trouver sur Hugging Face toutes sortes de modèles avec toutes sortes de quantisations, et du coup, ben, on va en parler après de la quantisation, mais ça peut être intéressant de faire tourner ça sur des hardware un peu contraints. La force de VLLM, ben, c'est la gestion de son cache, du KV cache, clairement. C'est ce qui fait qu'il est très très fort et très capable. Lama CPP, il tourne sur tout. Ça, c'est une force aussi. Alors que VLLM, ben, il tourne pas sur tout. C'est plus difficile. Si c'est du hardware un peu spécifique, ça peut être un peu plus compliqué à faire tourner, mais c'est faisable, mais c'est plus dur. Alors que Lama CPP, c'est un passe-partout. C'est très simple à déployer. D'ailleurs, si vous utilisez des applications pour faire de l'inférence sur des téléphones, sur des iPhones, etc., c'est du Lama CPP. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Enfin, c'est basé sur du Lama CPP hein, la plupart du temps. Euh, voilà, les deux projets sont open source. Les deux projets ont été créés en 2023 et Lama CPP a été repris par Hugging Face cette année. Donc peut-être que ça va aussi créer un nouvel élan sur ce projet je sais pas, on verra ce que ça va amener. Mais ce que je me dis, moi, c'est que il y a des changements qui vont venir là dans les prochaines semaines, prochains mois, qui vont être très intéressants, qu'il va falloir suivre. Notamment l'histoire de Google, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peut faire en sorte que peut-être que Lama CPP, même en multi-utilisateur, peut devenir plus intéressant si des optimisations sont merged sur ce projet. Ce qui fait que si ils arrivent à traiter ce cas-là, ben, peut-être, ça va peut-être être une référence dans quelques temps. Alors qu'aujourd'hui, la référence, clairement, elle est chez VLLM. En termes de scalabilité, je parle là, j'ai pris un biais. Hein, c'est un biais. Voilà. Donc, en fait, qui dit inférence locale, dit modèle open source. Alors, sauf si vous développez votre propre modèle, ce que je vous le souhaite, mais bon, on va dire que c'est pas à la portée de tout le monde, financièrement notamment. Donc, on utilise des modèles open source. Donc, des modèles open source, il y en a énormément. Mais aujourd'hui, en gros, on a deux types de modèles open source qui sont intéressants pour faire de l'inférence locale. On a les modèles classiques, dit les modèles denses. C'est des modèles denses. Pourquoi? Ben parce que quand vous avez un modèle qui fait 8 milliards de paramètres, eh ben, il utilise ces 8 milliards de paramètres, il mobilise ces 8 milliards de paramètres pour l'inférence et pour calculer chaque fois un nouveau token. Donc, c'est des architectures plus simples, plus prévisibles, mais qui ont un coût. Parce que ben, si c'est 8 milliards, ça va encore, mais si vous en avez 120, c'est plus tout à fait la même chose. Et 120, transférer 120 milliards de paramètres dans la mémoire de la VRAM aux unités de calcul, je vous rappelais le schéma de tout à l'heure, c'est pas gratuit. Et du coup, ça fait des modèles qui sont beaucoup plus précis, qui sont plus puissants en termes de capacité, sans aucun doute, mais qui sont beaucoup plus chers à inférer, pour le coup, et qui sont beaucoup plus chers à maintenir, donc voilà. Et du coup, il y a des nouvelles familles, il y a des nouveaux modèles, alors ça fait quelques mois, voire quelques années, je crois qu'un des premiers qui est sorti, c'était Mistral, hein, qui avait sorti
Mixture of Expert, le premier. Donc ça remonte à un petit moment maintenant. C'est les MOE, ce qu'on appelle les MOE, donc les Mixture of Expert. Et là, ça, c'est des modèles qui sont intéressants pour faire de l'inférence locale, justement, parce que ils mobilisent pas l'intégralité de tous les paramètres. Ils vont mobiliser, selon le cas, 3 milliards, 8 milliards, 10 milliards, 12 milliards de paramètres sur un échantillon qui est beaucoup plus grand. Donc là, en fait, on essaye avec ces types de modèles d'avoir le meilleur des deux mondes. Alors, forcément, c'est moins précis et moins puissant que des modèles denses, mais pour la majorité des tâches qu'on a besoin de faire, aujourd'hui, là, au 31 mars 2026, quand on voit les MOE de Qwen, ceux qui sont sortis justement là il y a quelques semaines, c'est extrêmement impressionnant. C'est extrêmement impressionnant. Et on peut faire énormément de choses. Donc, c'est des modèles qui sont, à mon sens, faciles à scaler. Donc, ok, ils sont peut-être moins fortiches que ceux qui sont les équivalents denses, mais ce que vous perdez un petit peu en précision et en capacité, vous le gagnez dans la scalabilité de ce type de modèle. Donc, le trade-off, il est là. Il faut pas réfléchir. Il faut pas réfléchir en bench. Il faut pas réfléchir. Il faut pas regarder. Il faut pas avoir le focus uniquement sur les benchmarks, surtout les benchmarks publics. Il faut faire ses propres tests. Et c'est-à-dire qu'il faut avoir des jeux de test sur des cas d'usage qui vous sont propres et les tester et pas avoir peur de les tester. Et vous vous rendez compte que des modèles qui sont un peu moins bons sur les scores peuvent être suffisamment forts et suffisamment intéressants pour vos cas d'usage. Et là, c'est game changer parce que un modèle, par exemple, de 141 milliards de paramètres, qui est beaucoup, hein, mais qui active que 12 milliards par token, c'est beaucoup plus facile à scaler qu'un modèle à 30 milliards ou 40 milliards de paramètres denses. Et c'est ça qu'il faut regarder. Alors après, il faut s'assurer, le problème des MOE, c'est que les frameworks ont du mal à... tous les frameworks ont du mal à se mettre à jour. Et donc, des fois, ça nécessite de désactiver certaines optimisations. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ça va devenir un peu pénible. Mais en gros, des fois, c'est des optimisations qui sont tellement... qui changent un peu l'architecture d'inférence que les frameworks ont besoin de s'adapter et désactiver certaines optimisations de fonctionnalités. Mais globalement, c'est des modèles sur lesquels qui sont très crédibles et qui sont très capables et qui permettent de scaler beaucoup plus facilement. Voilà. Les licences, j'en parle rapidement parce qu'il faut faire attention quand on fait une utilisation commerciale de ça. Tous les modèles open source ne sont pas à utilisation commerciale compatible. Hein. Donc ça, c'est comme les librairies open source, c'est un truc qu'il faut regarder impérativement aussi quand on fait le choix du modèle. C'est très important. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, ne faites pas confiance au benchmark. Faites vos propres tests avec vos propres jeux de tests, avec vos propres données, et regardez les capacités de votre propre, avec vos propres données de chacun des modèles avant de faire vos choix. Alors là, ça va être un peu plus dense, mais on va se focaliser sur le schéma. Toujours pareil, on va parler de quantification pour expliquer en fait la base de la quantification. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On a pris un exemple très simple. On a pris un groupe de poids là, tout en haut du schéma. Voilà, donc les poids du réseau de neurones, c'est des flottants, hein, donc c'est constitué de valeurs comme ça. Et ces flottants, voilà, on a 0,753, moins 0,120, et ainsi de suite. Voilà. L'idée à quoi ça sert, de la quantisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une manière de compresser ces poids. C'est-à-dire que, ok, ces poids, c'est en FP16. Donc en FP16, c'est-à-dire que c'est codé sur chaque poids sur 2 octets. D'accord ? Ben déjà, si on arrivait à les coder sur un seul octet, on diviserait le volume par 2. Déjà, on passerait les 16 gigas de mon modèle à 8 milliards de paramètres de tout à l'heure, on le diviserait par 2. Et on transférait, du coup, 2 fois moins en taille. Et du coup, on gagnerait 2 fois plus de temps. Bon, ça, c'est dans la théorie. Hein. Dans la pratique, c'est un peu plus subtil que ça. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de réduire la pression en mémoire des poids du modèle. D'accord ? Et alors, comment ça marche ? Là, je prends un exemple de quantification. Il y a d'autres algorithmes. Hein. Ça, c'est l'algorithme le plus facile, le plus simple pour comprendre
à grosse maille comment ça marche derrière. Alors là, on va regarder en fait le max, on va prendre le max, c'est-à-dire le poids maximum. Le poids maximum, là, dans ce groupe-là, c'est la valeur absolue, pardon, la valeur absolue. C'est 0,913. On va prendre, donc ça, c'est la valeur absolue. On va considérer en fait que la valeur absolue 0,913, on va diviser par 127. Alors 127, pourquoi? Parce que si on veut le ramener sur un octet, on enlève le bit de parité. Donc, c'est un peu technique, pardon, mais on fait 0,913 divisé par 127 et ça nous donne un facteur. Et bien ce qu'on va faire, on va prendre ce facteur, donc ça c'est le max, on va prendre le max, le max va donner ce facteur, et on va multiplier tous les poids d'origine par ce facteur. D'accord? Ce qui fait que, au final, de 0,753, on va arriver à 105. Si je multiplie 0,753 fois 0,00719, ça va me donner 105. Si je multiplie moins 0,120 multiplié par 0,00719, ça va nous donner moins 17, et ainsi de suite. Et du coup, on va se retrouver avec des poids qui tiennent sur un octet. Alors après, il faut faire l'inverse. Pour pouvoir faire le calcul, il va falloir reconstruire les poids d'origine. D'accord? Et pour reconstruire les poids d'origine, eh ben, on va faire l'inverse. On va multiplier par le facteur qui est 0,00719. Et on va retrouver sur le premier poids 0,755. Alors, on a perdu en précision. Il y a eu une perte. On est passé de 0,753 à 0,755. Il y a eu une perte. Celui où il n'y aura pas de perte, c'est le max de tout à l'heure. Parce que alors lui, c'était son truc, donc lui, il n'y aura pas de perte, ça, il n'y a pas de problème. Mais sur les autres, on peut avoir entre 0,001 et 0,002 de perte. Et l'état de l'art a montré que à ce niveau de perte, c'est négligeable. Et alors encore plus le modèle est gros, moins c'est significatif. Par contre, si c'est des petits modèles, plus ça va être sensible, forcément, parce que voilà, ça c'est assez facile à comprendre. Et ça crée, et on peut aller plus loin, parce que là, on a fait une quantisation, là c'est du Q8. Hein. On a passé de FP16 à int8, hein, donc on est passé de 2 octets à 1 octet. Et on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et on peut faire de la quantisation, mais alors après, par contre, c'est à la hache. Hein. Alors que là, plus vous allez descendre, plus vous allez perdre en précision. Hein, c'est pas magique. Hein. Mais au moins, vous pouvez descendre jusqu'à Q2, Q1 même. Il y a des modes qui sont très agressifs. Il y a quelqu'un qui disait que je trouvais intéressant, c'est qu'il comparait la quantisation, c'est comme si on rajoutait un peu de température sur le modèle, le fait de cette perte de précision. C'est pas tout à fait vrai, mais la comparaison elle est amusante et intéressante, mais ça explique un petit peu le truc. Voilà. Donc si vous avez un truc à retenir, c'est le schéma. Et ça explique, je pense, suffisamment bien qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de quantisation. Et c'est ça que ça veut dire. Ça démystifie un petit peu ce terme et ça permet comme ça de vous approprier ces concepts. C'est ça l'objectif. Si vous voulez plus d'explications, vous avez le texte à côté qui s'appuie sur ce que je viens de dire. Mais en gros, voilà, c'est ça le sujet. Donc ça, c'est une des optimisations qui a été mise en place et qui a été dans le framework Llama CPP. Et c'est très très utile pour faire tourner des modèles sur des environnements contraints parce que ça divise par 2 et voire plus la quantité, le volume des poids à transférer. Donc c'est pas mal. Par contre, un truc qui est important, c'est que le coût de la déquantisation, il n'est pas neutre. C'est pour ça que je dis que c'est pas linéaire. C'est-à-dire que quand on... Alors, la division, là, récupérer le facteur, ça peut être, ça c'est fait en offline, hein, c'est pas fait en runtime. Par contre, la multiplication pour la reconstruction, ça c'est fait en runtime. Et donc, il faudra rajouter ce coût de calcul. Donc, c'est pas linéaire. Il y a un coût de calcul. Alors après, selon l'algorithme de quantisation, là, celui-là, il est simple, mais il y en a qui sont un peu plus difficiles, un peu plus complexes, et qui a un coût supplémentaire. Donc, il faut tenir compte de ça. Vous gagnez du temps sur le transfert, mais vous perdez un petit peu sur les calculs. Voilà. Mais c'est un compromis qui est très acceptable. Voilà. Si vous avez des questions sur la quantisation, c'est un peu raide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors l'autre optimisation, c'est speculating decoding. C'est une autre manière d'optimiser et ça, je trouve ça, c'est super smart, je trouve. En gros,
vous avez votre modèle principal. On va toujours partir du principe que c'est un 8B, d'accord? Et vous allez lui coller un draft modèle. Et lui, il va être tout petit. Donc il va être très vite. Et l'idée, c'est que le gros modèle, il supervise le petit. Donc on est dans une architecture hybride. Là. Le petit, il va générer super vite, par exemple, 4 tokens à la suite. Alors, là, le contexte, c'est la capitale de l'Australie est, d'accord? Donc il va générer Canberra, virgule, qui est, et ça s'arrête là. Il va générer cette séquence de 4, d'accord? Le gros, lui, il va analyser ces 4 tokens, il va faire comme un préfil, la phase de préfil qu'on a vu tout à l'heure. Donc il va faire en un batch, pas token par token, une évaluation des 4 tokens, et il va prendre Canberra, il va prendre virgule, et il va rejeter qui. Et à partir de qui, tout le reste, ça part à la poubelle. Et il va reprendre son calcul classique de décode à partir de qui. Donc Canberra, virgule, une, et après, hop, c'est une boucle, et on recommence. 4 tokens, évaluation, génération, 4 tokens, évaluation, génération, et ainsi de suite. Et ça, c'est super smart, parce que du coup, la plupart des tokens qui sont générés, c'est pas d'une valeur, dans le sens où c'est souvent des bouts de phrases, des bouts de mots, là, c'est des bouts de mots, un token, je le répète, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, là, j'ai schématisé, parce que j'ai mis Canberra, normalement, c'est pas Canberra, hein, on est d'accord, hein, mais, l'idée, c'est ça, c'est que la plupart du temps, des textes qui sont générés, un petit token est capable de le faire. Peut-être il va se planter, dans 80% des cas, il va avoir juste, et puis dans 20%, il va se planter. Bon, bah, ça vaut le coup quand même, parce que si on est capable de garder 80% d'un modèle qui va générer super rapidement, bah, du coup, bah, ça va générer du coup beaucoup plus rapidement. Et l'intérêt de ce système-là, c'est que ça perd pas en qualité. On perd pas en qualité, puisque comme c'est supervisé par le gros modèle, ben, du coup, ce qui est en sortie, c'est comme si c'était le gros modèle qui l'avait généré, en quelque sorte. Donc ça, c'est assez récent, enfin, c'est pas si vieux, de toute façon, il n'y a rien qui est très vieux là-dedans, mais c'est assez récent, en tout cas, dans la logique. Et je trouvais que ce truc était hyper intéressant. Et alors, ce qui est chouette, en plus, c'est que les nouveaux modèles les plus récents, comme Qwen 3.5, ils intègrent ce type de mécanisme directement dans leur modèle. Parce que là, le gros souci de ce système-là, c'est que ça vous oblige à avoir chargé 2 modèles en mémoire. Le petit, le draft, et le gros, le target. Il y a d'autres contraintes, je n'en parle pas trop, mais il faut que ce soit des modèles compatibles. C'est-à-dire il faut qu'ils aient les mêmes familles. C'est donc on peut pas mettre un modèle Qwen avec un modèle Mistral. Ça marche pas. Il faut qu'ils aient les mêmes tokenizers, donc il faut que ce soit les mêmes générations de modèles, etc. Enfin, il faut qu'ils soient compatibles, sinon ça peut pas marcher. Le truc là, c'est que les nouveaux modèles comme Qwen 3.5, ils intègrent directement ce type d'approche. Alors c'est pas exactement la même chose, hein, c'est un raccourci que je fais, mais c'est ce type d'approche directement dans le modèle. Donc il n'y a plus besoin de déployer le draft modèle. C'est directement embarqué. Donc c'est super intéressant parce que c'est assez game changer aussi. Hein. Vous pouvez gagner énormément de temps sur le decoding, quoi. Voilà, donc le gain en latence est très important. Et donc, pour conclure, les 2 frameworks supportent ce type de fonctionnalité. Ce qui va après être le truc, c'est il faut regarder modèle par modèle si c'est possible, si c'est compatible, etc. Mais c'est les 2 frameworks gèrent ce type de choses. Voilà. Ça, je trouvais que c'était assez smart et c'est un truc vraiment là, on est dans l'optimisation. Pour conclure, on est parti sur 2 stratégies de déploiement. On a imaginé avoir un budget à peu près équivalent et comment on déploierait avec ce budget si on devait faire de l'inférence. Si on veut faire de l'inférence, se déployer un modèle. Donc on a deux stratégies. La première stratégie, et il n'y a pas une bonne et une mauvaise stratégie. Encore une fois, ça va dépendre des cas d'usage, ça va dépendre de ce qui est souhaité. La première stratégie, c'est de déployer un serveur avec un budget. On va parler vraiment avec un budget identique. Hein. On va dire peut-être pas complètement identique, mais comparable, avec un budget comparable.
Donc on a un serveur unique qui a des GPU. Il y en a 2 là sur celui-là. C'est des GPU qui sont de dernière génération. C'est des GPU sur lesquels on a beaucoup de VRAM, 96 Go de VRAM. C'est vraiment là une bête de course pour faire de l'inférence. C'est très confortable. Et là, sur ce type d'infrastructure, sur ce type de serveur, VLLM est actuellement imbattable et c'est le framework qu'il faut utiliser sur ce type de framework. Pourquoi? Parce que il est capable de peut splitter un gros modèle et les répartir sur les GPU. Alors il y a sur ces GPU là, alors déjà le prix d'un GPU comme ça, prix public, c'est autour de 10 000 euros. Hein. C'est quand même pas rien. Un GPU. Mais ça pourrait être plus cher. Donc c'est cher, mais c'est pas si cher que certains autres GPU. Ce GPU-là, en fait, il n'a pas la capacité, le nouveau connecteur de NVIDIA là, qu'ils ont mis en place pour pouvoir faire en sorte de sérialiser des GPU. Il n'a pas cette capacité-là, donc là, ça va forcément passer par le bus hardware du serveur pour faire le truc. Mais VLLM, il s'en tire bien et ça fonctionne bien. Voilà. L'inconvénient de ce modèle-là, c'est que ça, sur un budget contraint, bien sûr, avec un seul budget, c'est que c'est des GPU qui coûtent très cher, malgré tout. Je suis pas sûr que ça va bien vieillir. Donc c'est difficile de fois de mettre de l'argent sur du hardware comme ça. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et puis c'est un point de défaillance unique, c'est si le serveur tombe, tout tombe, donc c'est un peu compliqué. L'idéal c'est d'avoir plusieurs serveurs comme ça et d'utiliser des proxys pour faire la répartition de charge, et ce qui fait que derrière on n'aura pas, si un serveur tombe, ça sera pas un problème. Mais après c'est un autre budget. Là j'ai fait exprès de jouer dans un budget équivalent. Donc si je respecte les règles du jeu, on n'a qu'un seul serveur avec ce budget, ce qui est déjà très bien par rapport à ce qu'on est capable de faire. Voilà, donc ça c'est une première configuration. La deuxième configuration, c'est très différent. Là on a des plus petits serveurs avec des cartes, des GPU qui sont des GPU type grand public. C'est des 5070, et si vous êtes joueur, vous devez connaître. C'est des cartes qui coûtent entre 1000 et 1200, 1300 euros. Donc c'est beaucoup moins cher. Et là, pour le coup, on va les mettre en binôme, ces cartes, et on va utiliser la masse EPP pour faire la partie inférence, pour faire le framework. Ça marche bien, mais ça nécessite là obligatoirement de faire du load balancing parce que vous allez être plus limité sur la partie requête simultanée. L'autre chose, c'est que vous allez aussi être limité sur le type de modèle parce que vous avez que 32 Go de VRAM à disposition sur chacun des serveurs, donc c'est forcément du MOE et c'est des modèles de taille intermédiaire. C'est pas des très très gros modèles, mais on peut faire déjà beaucoup de choses avec ces modèles. Hein. Il faut pas les disqualifier, hein, loin de là. C'est surtout pas inintéressant d'évaluer ce type d'architecture. Le truc, c'est que voilà, vous êtes dans un environnement plus contraint, donc qui dit environnement contraint, là vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser la masse EPP et d'utiliser toutes les optimisations qu'on a vues, ça c'est clair. Et vous avez un load balancer qui soit du HAProxy de manière classique ou du Light LLM qui peut faire ça aussi, qui va en fait répartir la charge selon les requêtes utilisateurs entrantes sur les différents serveurs. C'est des architectures qu'on a, ça, chez Agora, qui fonctionnent très bien aussi. Donc ça dépend après, pareil, toujours du projet, du cas d'usage. Voilà. Ensuite, voilà, on va passer à la conclusion, si vous n'avez pas de questions. Ouais. Donc en fait, la conclusion, c'est de toute manière, quoi que vous fassiez, et même si vous avez un budget confortable, les optimisations qu'on a vues sont indispensables. Indispensables parce que c'est ce qui fera la différence entre vous serez capable de scaler ou pas. Et toujours pareil, toujours en étant à l'écoute de l'écosystème et de ce qui se fait pour voir quelles sont les nouveautés que vous pouvez concrètement appliquer tout de suite pour vous. Parce que les choses, elles vont très vite, elles avancent très vite. Il y a tous les jours quasiment des nouveautés, des nouvelles architectures, des nouvelles techniques d'optimisation, etc.
Et c'est super important de rester actif, à garder en tête ces éléments-là pour remettre en question éventuellement les éléments qui sont déjà déployés, que vous avez déjà déployés, pour essayer de voir comment avec ces équipements, ces hardware, etc., vous pouvez encore plus supporter d'utilisateurs avec des tailles de contexte plus importants, etc., etc. Donc, l'optimisation est essentielle et c'est ce qui fait la réussite ou pas d'une inférence, tout simplement. Donc voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire aujourd'hui. Et en tout cas, c'est ce qu'on nous on essaye d'appliquer chez Agora et pour nos clients en les accompagnant et on essaye de mettre en œuvre cette veille que l'on fait pour eux. Et à chaque fois qu'il y a des choses qui sont différentes, qui sont nouvelles, que ce soit des modèles, des frameworks ou des algorithmes, des éléments qui sont différenciants et qui peuvent changer la donne pour des cas d'usage spécifiques, eh ben, on n'hésite pas à les déployer et à les mettre en œuvre. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. J'espère que ça n'a pas été trop confus et que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est dans les temps, oui, on est dans les temps, donc on peut prendre encore quelques questions. Peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire là, sur la veille, justement, ce besoin de veille, puisque tout ça est bien changeant et je pense qu'on en a tous conscience autour de la table. Il y a effectivement en tout cas, ce besoin de veille, puis cette complexité que tu as essayé de présenter, en tout cas, on le souhaite, que ça a été présenté de façon la plus simple et compréhensible possible aujourd'hui. Le point étant justement que finalement, tout ça, ça va générer encore pas mal de charges sur les équipes techniques, les équipes produits, puisque l'inférence locale en elle-même, et on espère vraiment avoir passé ce message, elle recouvre une certaine... il y a pas mal de nuances et de complexité à cerner. Il faut pouvoir choisir ses modèles, il faut décider d'un framework, il faut gérer la quantification, le decoding, etc. Bref, tout ça alors qu'en parallèle, il faut continuer, somme toute, à faire avancer la roadmap quand on est éditeur. Donc, schématiquement, la plateforme Agora, elle a été conçue pour absorber cette complexité. Ce qu'on fournit aux éditeurs qu'on accompagne, c'est cette orchestration qui permet finalement de piloter, par exemple, différents moteurs d'inférence, y compris des LLM locaux quantifiés. Et tout ça en exposant une interface unifiée pour vos administrateurs, pour vos utilisateurs, ce qui laisse les éditeurs quand même libres derrière, après, de définir leur stratégie de routage, fonction de leur cas d'usage, fonction des contraintes qu'ils ont sur leurs données, fonction des profils de coûts aussi qui sont préférables. Donc, de la même façon, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions forcément aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, bien sûr, on sera ravis, Yann et moi, vous avez nos coordonnées de prolonger l'échange. Si vous avez des spécificités, soit sur les environnements existants, soit sur les projets auxquels vous réfléchissez. L'idée étant, encore une fois, de vous simplifier l'intégration d'agents IA locaux, si je puis dire, parce que c'est un peu le thème du jour, sans que vous passiez trop de temps finalement à aller assembler tout un tas de briques qu'on a essayé en tout cas de packager de façon complètement fonctionnelle sur la plateforme Agora. Donc schématiquement, les défis effectivement qui sont les défis des éditeurs et auxquels l'inférence locale, en tout cas tout ce qu'on a pu exposer aujourd'hui, répondent bien. C'est ce sujet de dépendance, on en a parlé en introduction. Effectivement, comment ne pas être dépendant d'un OpenAI, d'un Microsoft, pour ne citer que, mais par exemple, en tout cas, c'est les grands acteurs. Comment maîtriser les coûts, puisqu'il y a une logique de marge, de rentabilité, et puis de logique après aussi de performance. Donc, il y a un peu cette pondération, cette balance à trouver, Yann, que tu citais tout à l'heure. Et puis, évidemment, pour les questions de sécurité, de confidentialité, de non-réentraînement sur des données clients, etc., comment on garantit la confidentialité des données. Tout ça, c'est des problématiques, en tout cas, qu'on adresse de façon récurrente avec nos clients, donc sur lesquels on sera ravis également de pouvoir échanger avec ceux d'entre vous qui en éprouvent le besoin. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais laisser encore une minute, mais voilà, on représente nos coordonnées, mais encore une fois, vous les avez dans l'invitation. Yann comme moi, on sera ravis de pouvoir échanger. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. On était super contents d'organiser cette masterclass et on espère vraiment qu'elle aura permis d'adresser les questions principales sur l'inférence locale.
Et, je répète effectivement que, n'hésitez pas à nous demander soit la vidéo, soit les slides, soit les deux d'ailleurs, hein, si vous en éprouvez le besoin, si vous voulez le repartager en interne. Et puis si ça soulève d'autres questions, même chose, on est disponible. Et s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on clôture cette session. Merci Yann pour la présentation. Merci à tous pour votre venue, Merci. pour le temps que vous nous avez consacré. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir.